Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Et Coupe du Monde oblige, nous sommes un peu plus en avance aujourd'hui à partir de 10 h, donc pour permettre aux téléspectateurs de suivre les matchs de la Coupe du Monde. Débat de presse, c'est une émission qui permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard sur cette même actualité à travers des décryptages, des analyses et des commentaires. Pour ce dimanche, 5 sujets sont sur la table du débat. Il s'agit de l'interview du président du Faso sur Savane FM, le président du Faso qui était l'invité de l'émission 100 minutes pour convaincre. Nous parlerons de la décision prise en Conseil des ministres pour recruter du personnel d'appoint, notamment des retraités et des bénévoles pour assurer la continuité des services au ministère de l'économie et des finances. Troisième sujet, affaire Naïm Touré, activiste arrêté et incarcéré pour participation à une opération de démoralisation des forces de défense et de sécurité et proposition aux forces de défense et de sécurité de former un complot contre la sûreté de l'État. Quatrième sujet sur la table aujourd'hui, nous parlerons de la lutte contre le terrorisme avec l'arrestation par les forces de défense et de sécurité de plusieurs personnes recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam. Et enfin, nous discuterons de la politique en Côte d'Ivoire avec la décision du PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, de renvoyer l'examen de la formation du parti unifié avec le RDR de Alassane Ouattara après les élections présidentielles de 2020. Autour de la table, 4 invités, des confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Dabadi Zumbara du journal Le Pays est avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Autour de la table également, Xavier Belem-Yégré de la radio nationale. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et enfin, Koudjoro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, hier, le président du Faso s'est exprimé en Morée, en direct sur les antennes de la radio Savane FM, un exercice qui a permis au chef de l'État de faire le bilan de son mandat à mi-parcours et de répondre aux questions de quelques auditeurs. Alors, c'est une première, si je ne m'abuse. Alors, comment vous avez déjà apprécié cette initiative du président du Faso de s'adresser aux Burkinabés en langue nationale? Oui, Dabadi. Okay. Eh bien, je pense que dans la forme, ce n'est pas une mauvaise chose pour le président de communiquer avec le public. Le fait de communiquer avec son peuple est une excellente chose parce que ce que nous avons toujours réclamé, c'est une façon aussi de rendre compte de ce qui a été fait, et une sorte de devoir, de redevabilité aux citoyens. Alors, ce faisant, je pense que l'initiative en elle-même est une bonne chose parce que c'est aussi, à mon avis, la preuve que le président se soucie des préoccupations de son peuple, le fait de parler directement des gens. C'est quelque chose qui prouve que quelque part, il a envie de se faire entendre par ceux peut-être qui ne comprennent pas franchement le français. Mais je dis en même temps, il faut se poser des questions, voilà, parce que l'émission, à mon avis, généralement se tient en français. Alors on a décidé d'organiser cette émission en Morée. On ne sait pas quel est l'objectif exactement qui est recherché, dans la mesure où on a une soixantaine de dialectes. C'est vrai, on ne peut pas demander au chef de l'État de parler en 60 langues ou autre, mais je pense que pour éviter qu'il y ait des polémiques autour, le chef de l'État aurait dû organiser cette émission en français, quitte à ce que ces propos soient traduits par des interprètes dans les différentes langues. Parce qu'il s'agit là des sujets, à mon avis, éminemment importants. Il s'agit de faire plus ou moins une amie par s'il s'agissait d'un sujet local qui concerne qu'une partie du peuple et qu'il s'exprimait en leur langue, le problème se posait. Et vous avez pu constater qu'il y a eu une polémique autour de cette initiative. Et donc je pense que c'est peut-être ça qui a amené un peu la côté.
chose. Sinon, à mon avis, le fait de communiquer avec le peuple, c'est une très belle initiative. D'accord. En tout cas, le président du Faso qui a réagi justement à cette polémique, oui, Rabou. Oui, nous avions une question pratiquement à la fin de l'émission sur ça, sur ce qui était sa réaction après la polémique née suite à l'annonce de son émission à Morée. Et puis il a dit que c'est parce que c'est la langue qu'il comprend parmi les différentes langues nationales que nous avons. Ça, c'est sa réponse. Voilà. S'il avait été locuteur djoulaphone, goumadjephone ou foulaphone, il l'aurait fait également. Et voilà. Maintenant, si c'est moi-même mon point de vue, Oui, moi je ne suis pas un Africain complexé et je ne suis pas particulièrement fier de parler français. Et donc pour moi, c'est dans l'ordre naturel des choses. Et je trouve ce débat sur les questions linguistiques et ethniques là comme un débat de bas étage. Franchement, ça me met mal à l'aise. Je ne comprends pas comment un Africain peut dire que, parce que j'ai fait l'école du blanc, je ne souhaite pas que celui qui est en face de moi parle la langue de mes ancêtres. Je ne comprends pas à quelle logique ça peut répondre. Et ça me met particulièrement mal à l'aise. Oui, Kondjoro. Merci. Moi, je pense que c'est dommage que une telle activité tombe sous le coup d'une publicité qui ne devrait pas être. Je ne pense pas qu'on devrait faire un débat autour du fait que quelqu'un s'exprime en langue nationale. Pour moi, c'est même aujourd'hui une reconnaissance de l'effort de tous ceux et toutes celles qui se sont battus dans ce pays pour que nos langues nationales puissent continuer à vivre, puissent être prises en compte. Pour moi, pour avoir été, ou pour ce fait que je suis acteur de promotion de ma langue, le Birifort, je vois pas, je me réjouis même que le président s'exprime en Morée. Parce qu'on oublie souvent que ceux qui parlent français sont minoritaires par rapport à ceux qui ne parlent pas français. Et donc, même si on prend le Morée, la majorité des Burkinabés parlent le Morée. Et après le Djoula, ensuite le Fulfulde, et ainsi de suite. Donc, le président étant Mossi, il peut parler Morée. Pour moi, le Premier ministre, par exemple, parle Djoula en principe. Donc, il peut faire la même chose en Djoula. On peut prendre le ministre des Affaires étrangères ou quelqu'un qui parle Fulfulde, qui fait la même chose, ainsi de suite. Puis c'est un bilan, ce n'est pas seulement le président qui défend ce bilan. Donc pour moi, il n'y a pas de complexe à se faire. Seulement ce que je note, c'est que demain, effectivement, si c'est quelqu'un d'autre qui arrive au pouvoir qui n'est pas Mossi, on le souhaite, et que la personne décide de parler sa langue aussi, qu'il n'y ait pas de polémique des Mossi par rapport à ça. Moi, c'est simplement ça. S'il n'y a pas de polémique à ce niveau, je me réjouis que le président parle Morée. Et ça ne devait pas être un événement pour moi. D'accord, on a compris votre position. Oui, alors, je pense que chacun a essayé un peu d'expliquer son point de vue. Je suis d'accord que le président s'exprime en langue nationale. Maintenant, comme Zumbara l'a dit, ça dépend de la dimension de la question. Ici, il s'agit de faire un bilan à mi-parcours. Et de mon point de vue, si le président devrait s'exprimer en langue nationale, il devrait être entouré, et Kondjolo l'a dit, pourquoi pas du ministre des Affaires étrangères, qui peut aussi répondre à des préoccupations en langue nationale Fulfulde, du Premier ministre, qui peut parler aussi en langue nationale Djoula. Il faut voir ici la dimension des préoccupations qui est en jeu. Si le président part dans une localité, au plateau Mossi, on lui tend le micro, une radio locale lui pose la question, il répond sans jambage, de mon point de vue. Mais il s'agit ici d'une dimension, une sorte de bilan. Dimension nationale. D'une dimension nationale. Bilan à mi-parcours de son programme. Alors, il s'exprime en langue nationale. C'est vrai, il y a des Burkinabés qui ne sont pas Mossi, qui comprennent le Morée, qui sont nombreux, qui comprennent effectivement ce que le président a dit. Mais nous sommes dans un pays où il y a une soixantaine d'ethnies, la polémique va s'imposer naturellement. Kondjolo l'a dit, on souhaite que si un président n'est pas Mossi, peut-être dans les années à venir, qu'il puisse aussi s'exprimer en langue nationale. Mais qu'on réunisse les conditions, que les autres sensibilités aussi puissent comprendre. Sinon, on n'est pas complexé du fait que le président parle le Morée. Mais le français n'est pas la langue des Burkinabés maternelle. Oui, justement, le français, c'est la langue officielle. Si on parle français, ça veut dire que, bon,
tout le monde est censé comprendre le français, même si on peut traduire. Au moins, il n'y a pas de polémique. Non, moi je pense pourquoi on ne parle pas moré aussi et puis on va traduire en français. Et je pense que la même émission presque est faite sur la télévision nationale maintenant en français. Oui, ce soir à partir de 20h30. L'émission est faite en français. Autre chose, c'est qu'à son premier anniversaire de prise de pouvoir, il a fait le bilan. C'était en français, aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Personne ne s'est plaint. Ceux qui ne parlent pas français pouvaient se plaindre aussi. Aujourd'hui, ils ont innové et je salue cette innovation de parler à la radio en moré et à la télévision en français. Moi, sincèrement, moi, je ne vois pas de problème. Parce que nous devons parler à tous les Burkinabés. Ce que moi, je dis, c'est qu'il y ait cette compréhension pour toute langue qu'on va... Moi, j'ai fait mon stage à la radio rurale à l'époque. Vous voyez, quand vous allez, il y a certains ministres, après la cérémonie, vous leur demandez de parler dans la langue qu'ils comprennent. Il y en a qui refusaient. Qui refusent. Vous voyez, qui continuent de refuser. Si. Bon, donc moi je trouve que ce n'est pas normal, parce que vous ne parlez pas seulement à ceux qui sont allés à l'école. Ceux qui sont allés à l'école, qui parlent bien français, ils représentent quel pourcentage de la population? Donc moi je pense que le fait de parler à tous les Burkinabés de toutes les couches là, ne devrait pas poser un problème. S'il y a la justice, l'équité, que tout le monde soit traité au même pied. Parce que pour moi, de la même manière que le Dioula doit être parlé, de cette même manière, le Gourmaké, ainsi de suite, tout doit être parlé. Il ne faut pas que certains travaillent à tuer d'autres. Pour moi, s'il n'y a pas ça, sincèrement, je suis à l'aise. Même s'il va parler la langue des gens de Banfora, je peux me frustrer parce que c'est eux, mais quand même, il peut parler. La meilleure langue. Vous voyez déjà qu'il c'est encore la complexification. Non, je pense que... c'est mes esclaves. Non, je comprends bien sûr, je le sais. Non, c'est pour dire effectivement que lorsqu'on veut éviter une polémique dans une situation pareille, il faut prendre l'option la plus simple. La plus simple, le français, c'est notre langue officielle. On peut s'offusquer même de cela. Mais comme Koundoro l'a dit, à partir du moment où il y a le même exercice qui va se passer en français, est-ce qu'il y a lieu de c'est à ce niveau, justement, oui. Est-ce que les gens avaient cette information? Non, attends d'abord que je termine. Si on avait dit aux gens, le président du Faso a un plan de communication, ça débute à la radio Savane FM en Morée, ça va se poursuivre ici, la même émission en français, et ainsi de suite. Je suis presque sûr que personne n'allait trouver à redire. C'est parce que les gens ne sont pas sûrs que le même exercice sera fait dans les autres langues qu'ils se posent des questions. Même l'émission qui sera faite ce soir en français, on n'est pas certain que ça sera exactement les points qui ont été abordés qui seront abordés. Et si c'est le cas, qu'on prévienne les gens au moins. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème de communication. Non, l'affiche a été claire là-dessus, je pense. Non, on a dit qu'à la RTB, mais on n'a pas dit exactement les mêmes questions qui seront abordées. Ce ne sera pas, par exemple, les interventions, ce sera pas les mêmes. On a bien compris, en tout cas, vos différentes positions, mais j'ai envie de poser une question à Xavier, qui est de la radio nationale. Alors, pas de jalousie sur le fait que le président ait choisi une radio privée pour s'exprimer? Bon, je suis un peu embarrassé avec cette question parce que ça a aussi été une sollicitation de la radio rurale, cette invite au président de s'exprimer sur les antennes de la radio rurale en langue nationale. Alors, bon, le président même a répondu en disant qu'il n'a pas été informé. Donc, c'est dire qu'il y a du travail à faire pour l'entourage du président du Faso par rapport à cette communication. Si vous voyez un peu sur les réseaux sociaux ce que les gens dénoncent, ce n'est pas peut-être le choix de Savane FM qui pose problème. C'est peut-être la manière. Parce que si nous, on a sollicité premièrement, le président n'a pas répondu, et Savane FM sollicite après nous, et on répond, bon, il y a de quoi avoir un pincement au cœur. C'est surtout ça. Sinon, a priori, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que je peux rebondir, s'il te plaît, Sayon? Bon, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire à la fois. Ces petites querelles-là, moi, par exemple, je suis journaliste dans une radio privée. Je n'ai aucun complexe par rapport à un autre confrère qui serait dans le public, à l'international. Moi, je fais du journalisme dans l'intérêt général. Je n'ai pas de chapelle particulière à défendre. C'est vrai, nous avons des commerciaux qui vont chercher l'argent pour que ma radio puisse fonctionner. Mais ça, ce n'est pas mon job. Moi, je cherche des informations pour le public. Donc, je n'ai pas de problème que le président aille s'exprimer à la RTB, à Banfora, à Dédougou ou à Fada.
et dans n'importe quel média. Ce n'est pas mon problème. C'est le contenu de son message qui m'intéresse particulièrement. Mais là, la RTB a vraiment collaboré. J'ai animé l'émission avec Paul Gasbergo et qui m'a dit qu'il n'était pas venu pour me remplacer dans l'animation de mon émission. Il était venu pour m'accompagner. J'ai trouvé ça vraiment fair play. Mais je me rends compte que ce n'est pas le sentiment qui est partagé partout. Vous savez, les Burkinabés, le problème qui va se poser avec nous, c'est qu'on ne peut pas changer. On a appelé le changement de tous nos voeux en 2014, mais individuellement, personne ne veut changer. Et c'est pourquoi on ne va pas changer. Les gens veulent qu'on reste dans les schémas traditionnels. Un chef d'État, normalement, c'est au public qui s'exprime. On a fait ça depuis 1960. Ça fait combien d'années? 58 ans, non? Est-ce qu'on est développé? Moi, je dis, si on a fait quelque chose pendant 58 ans, on n'est pas développé, on change pour voir. Mais si vous voulez qu'on reste dedans, pour faire encore 100 ans, dans 100 ans, on sera dans la même situation. Laissez le président aller parler ailleurs et puis il va chercher l'impact pour voir. Si ça ne marche pas, peut-être après il va dire, je vais au marché pour faire mon bilan. Vous voyez, non, ça c'est un aspect. L'aspect du choix de la langue que Dabadi a évoqué. Par exemple, la proposition de dire il fallait que les ministres soient là. Ça ne peut pas être le même exercice. Ça va être un exercice différent. Ça ne peut pas être une émission de radio. On ne peut pas l'animer comme ça, où on traduit dans 15 langues. Non. Vous n'aurez pas le même impact, puisque les gens ne vont rien comprendre au final du message. Donc, il y a des formules qui ne sont pas efficaces. Ce que je ne nie pas, il y a deux enjeux que je ne nie pas. Moi, je suis journaliste. Moi, ça m'intéressait d'interviewer le président pour qu'il donne des informations qui vont aider les gens à avancer. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'ils disent ça pour qu'ils prennent position. Ou qu'ils disent ça pour qu'ils aillent faire pression, pour dire, comme le président a dit ça, il faut résoudre notre problème. Moi, c'était mon objectif. Mais derrière, il peut y avoir d'autres enjeux. Et j'ai compris ça dans les réactions qui ont dit, il ne faut pas qu'il parle Moré parce que là, il y a une division ethnique qui crée. Ça, c'est les enjeux politiques. Et il y a des acteurs politiques qui ont mené une campagne dans ce sens parce qu'ils savaient que le président aussi et son staff, peut-être avaient une idée derrière la tête. Et je résume ça en une phrase. Quelqu'un aurait dit sur Facebook que le président Roch Kaboré lance sa campagne électorale 2020 sur Savane FM le samedi 23 juin. Vous avez vu? Donc, pour les acteurs politiques qui lisent ce que nous, on ne lit pas, en réalité, le président est en campagne pour 2020. Et le président, maintenant, m'utilise, moi, en journaliste, et éventuellement mon organe de presse, pour battre campagne. Mais ça, ce n'est pas moi, mon problème. Ça, c'est leur bagarre politique. Je termine. J'ai dit, il y a deux aspects. Si je ramène ça à l'aspect ethnique, et c'est ça qui me frustre le plus, moi, Rabo particulièrement, je ne sais même pas de quelle ethnie je suis. Donc, je n'ai pas une langue nationale au Burkina à défendre. Je n'ai pas une ethnie à défendre. Je n'ai rien à foutre. Moi, je suis burkinabé, je suis africain, je suis citoyen du monde. Quand quelqu'un parle de débat ethnique, là, moi, je circule. Je me dis non. Je me dis, franchement, je parle du fond de mon cœur. Non, je me parle du fond de mon cœur. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de suffisamment intelligent pour s'élever dans la félicité de l'humanité. Je termine. Je veux dire, si quelqu'un est accroché à ces choses-là, il ne fait pas avancer l'humanité. Les références ethniques et linguistiques, là, n'apportent rien. Si c'est des références culturelles qui peuvent permettre à des cultures de s'enrichir mutuellement, là, je suis d'accord. Mais dire, je suis de telle ethnie. Les Mossis, là, ils font ça pour rester au pouvoir. D'accord. Alors, donc, je vais vous couper pour... Et ce qui m'énerve en plus, c'est que si, moi, par exemple, bon, je ne sais pas si je suis Mouara, je suis Yarara, c'est la même famille ethnique. Mais si quelqu'un n'est pas Mouara et puis il fait ce débat-là, moi, je pense qu'il se rabaisse. Si c'est un Mouara qui fait le débat, qui dit, bon, c'est vrai, moi, je suis Mouara, mais le fait que Roch parle Moré, là, ça nous met mal à l'aise, nous-mêmes, les Moré. Il faut les Mossis parce que, bon, c'est comme s'il veut nous faire de la publicité gratuite contre les autres ethnies. Mais à partir du moment où quelqu'un n'est pas Mouara, il fait ce débat, c'est comme s'il fait un débat ethnique et puis un débat linguistique. D'accord, alors je vais vous couper parce que pour préciser juste qu'il ne s'agit pas, autour en tout cas de ce débat, de parler... C'est pas forcément sur ce plateau, oui, c'est pas je comprends bien, oui, mais c'est pour dire que ce ne sont pas des questions
ethniques qui sont évoquées. C'est juste non, une question. Non, c'est pas forcément lié. Il faut qu'on soit précis. Il faut qu'on soit précis pour que les auditeurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'un débat ethnique ou d'un débat régionaliste. Écoutez, voilà. Alors on va laisser ce débat pour parler du fond. Dabadi, s'il vous plaît, chacun a pu s'exprimer sur la question. Elle est très excellente, je l'ai dit au début. Ça aurait tenu s'il parlait une autre langue nationale et qu'il refusait de la parler. Non, on finit, ce débat est fini. On va parler, aurait tenu s'il parlait 3 langues nationales et puis choisissait une seule. On va vous donner la parole comme vous voulez parler toujours. On va parler du fond. Le président a évoqué plusieurs sujets dans le fond. Vous avez participé à cette grande interview, si on peut le dire. Alors, dans le fond, le président a évoqué, je le disais tantôt, plusieurs sujets, dont le référendum, par exemple, qui sera organisé en 2019 et la question aussi du code électoral. Oui, il a dit qu'en 2019, on aura l'élection référendaire sur la constitution de la 5e République. Je voulais le relancer parce que le président Mélégué Traoré a fait une interview récemment dans l'événement où il disait, bon, comme il y a un problème économique là, il faut coupler ça avec 2020. Voilà, mais c'était pratiquement en fin d'émission, c'était un peu compliqué. Ça allait nous faire des économies. Ça, c'est la proposition de Mélégué Traoré, mais je n'ai pas pu faire la relance. Sinon, le président, dans un premier temps, il s'est trompé, il a dit 2018, et puis à la fin, on l'a relancé, et puis il a dit 2019. Donc, c'est le calcul qui est fait. Et il dit qu'il faut qu'au préalable, le code électoral soit révisé. Mais il y a encore des petits soucis avec l'opposition, particulièrement qu'il a dit. Voilà, avec l'opposition, il faut faire les derniers réglages pour que ça aille à l'Assemblée nationale. Alors, dans le fond, comment vous avez trouvé cette interview du président sur, bien sûr, d'autres questions comme l'extradition de François Compaoré, le PNDS qui a également été évoqué? Oui. Bon, j'avoue que moi, je parle pas bien moré, je n'ai pas bien suivi l'émission pour comprendre au fond. C'est vrai qu'il y a des ressemblances avec la langue maternelle que moi je parle, mais ce n'est pas assez suffisant pour comprendre en tout cas ce que le président a dit au fond par rapport au truc. Donc ce débat de fond par rapport au tir du président, vous attendez ce soir donc pour voilà, je peux me faire mon idée. Oui, par rapport aux questions de la justice, je prends par exemple la situation qui est actuellement en train d'être jugée. Bon, je pense qu'il a été diplomate en la matière parce qu'il a dit, Rabo l'a posé la question, est-ce que si on vous appelait à répondre parce que vous avez été cité comme témoin, en tout cas, il s'est lavé les mains. Voilà, en disant que bon, la justice est indépendante, si toutefois il doit répondre, il doit répondre. Par rapport à toutes ces querelles qui se trouvent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on l'a relancé à plusieurs fois. Bon, il a dit qu'il n'est plus dans le joug de la magistrature, donc il appartient à la justice de décider en toute indépendance. Par exemple, sur les questions de mandat d'arrêt et puis les autres, voilà, justement, je pense que bon, il a donné son opinion, mais même si des gens peuvent critiquer, mais je pense qu'il a été impartial quand même dans ses prises de position. L'autre aspect, c'est par rapport à la Constitution, la nouvelle Constitution. Bon, je pense que cette question, bon, pour moi, c'est trop osé parce que ça ne dépend pas forcément de la prise de position du président. Voilà, parce qu'il y a des acteurs, beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir. Il faut une consultation large. Je pense qu'au niveau de l'opposition politique, c'est la même voie qui est un peu envisagée, la voie référendaire. Mais est-ce qu'au niveau de la pression de la société civile, ça va être le cas? Rabo parlait du fait que l'ancien président de l'Assemblée nationale évoquait les questions financières. Est-ce que tout ça mis dans un ensemble, on va aller en référendum pour adopter cette constitution en lieu et place de l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut attendre véritablement 2019 pour voir si ce serait effectif. D'accord. Alors, pour aller un peu plus rapidement, le président de Faso a parlé également du Fonds commun et de la fronde sociale, ce qui se passe à la grève actuellement au ministère de l'économie et des finances d'Abadi. Bon, je pense que sur ce point, quand même, il faut dire qu'on peut comprendre sa question. Je trouve qu'effectivement, si les syndicats avaient privilégié le dialogue, certainement qu'on en serait pas là. Une solution serait certainement trouvée. Mais en optant pour la politique de la les syndicats se sont mis
un peu en marge de ce dialogue qui est voulu à tous les niveaux. Et du coup, aujourd'hui, il y a des choses plus ou moins piégées, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui, plus ou moins, rencontrent l'assentiment de la masse, si je peux le dire ici. Et donc, je pense que le président du FASO, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait comprendre à ses syndicats que le dialogue est toujours ouvert. Donc, la porte n'est pas fermée. Et donc, moi, je pense que c'est une perche à saisir. Parce qu'ici, on peut toujours revenir sur certains points, échanger et trouver peut-être le juste milieu si les gens ne sont pas satisfaits. Parce que la situation, effectivement, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est vraiment inquiétante, il faut le dire. Dans un contexte où on n'arrive pas à relancer l'économie, si au niveau du MINEFID, les choses perdues, mais naturellement, ça va se ressentir à tous les niveaux, parce que tout est lié à l'économie. Tous les différents plans que nous voulons réaliser, si on n'arrive pas à résoudre cette question syndicale, ben, naturellement, tout va tomber à l'eau. D'accord, oui, une réaction, sinon on va rebondir. Comme quand vous dites que lui n'a pas compris, oui, c'est vrai. Voilà. Sinon, sur la question des mouvements syndicaux, là, oui, sur le MINEFID particulièrement, moi, ce que j'ai senti, c'est que il a pris fait et cause pour la ministre des Finances et pour son gouvernement. En tout cas, il penche plus pour les positions et les choix qui ont été opérés par le gouvernement, et il est un peu favorable aux conclusions de la conférence sur les salaires. Mais il dit que ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que pour lui, si les syndicats aujourd'hui reviennent à la table de négociation, dans le sens où il y a un comité technique qui doit poursuivre les travaux, tel qu'il s'exprime là, ça veut dire qu'il y a des réagissements qui sont encore possibles. Parce qu'il dit que lui n'a pas encore donné un saut aux conclusions. Il n'a pas dit que les conclusions sont définitives, il n'a pas encore signé de documents définitifs là-dessus. Donc les choses peuvent être rattrapées. Voici comment j'ai compris ça. Mais manifestement, comme les syndicats repartent en grève encore, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement satisfaits de la réponse du chef de l'État. On va rester justement dans ce ministère. Vous savez qu'en début de semaine, je pense que c'était lundi, le gouvernement donc a tenu un conseil des ministres extraordinaire, conseil au cours duquel la décision a été prise donc de recruter du personnel d'appoint, notamment les retraités et les bénévoles, pour assurer la continuité des services au ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette mesure gouvernementale, Koundioro? Moi, je reste vraiment attaché à la loi, à la justice, à l'équité, en ce sens que pour moi, les syndicats ont le droit de faire grève, le gouvernement a le droit de répondre selon la loi au manque dû au fait des grèves. Donc pour moi, si la loi autorise que le gouvernement prenne des mesures pour assurer la continuité du service administratif au niveau des impôts et des finances, pour moi, il n'y a pas de problème. Chacun doit user de son droit. Il n'est pas bon que moi, usant de mon droit, je juge que l'autre qui use de son droit n'est pas légal ou n'est pas légitime. C'est ça que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, chacun doit agir selon la loi. Et si tout le monde agit selon la loi, il n'y a pas de problème dans le pays. Les syndicats font grève et le gouvernement agit de sorte à ce que les services continuent. Mais nous devons être capables de répondre de nos actes. Si les syndicats doivent répondre demain pour faire des grèves, si on doit faire des retenues sur le salaire, il faut le faire. Il n'y a pas de sentiment là-dessus. Si le gouvernement aussi, par la prise de cette décision-là, est en porte-à-faux avec la loi, le gouvernement doit répondre devant les juridictions de sorte à ce que chacun assume ses actes aujourd'hui. Mais chacun de nous doit agir dans la légalité et ne pas juger de façon sentimentale parce que l'autre ne pense pas comme moi, c'est qu'il est contre moi, c'est qu'il est dans le mauvais chemin, pas forcément. D'accord, voilà. Oui, Xavier. Je pense que peut-être on va voir la phase opérationnelle de cette décision pour mieux la commenter parce que je pense que selon la loi, le gouvernement peut prendre ses positions. Je vais prendre par exemple cette décision. Alors, il y a beaucoup de services qui sont grippés actuellement avec ces grèves. Est-ce qu'on peut continuer dans ça? Maintenant, alors, recruter des volontaires et des retraités, vous les envoyez où exactement? Est-ce qu'il faut les envoyer sur le terrain pour collecter l'impôt ou faut-il les envoyer dans là où il y a effectivement, bon, actuellement, comment on appelle, le syndicat est plus fort
Ça veut dire qu'on recense un peu des postes stratégiques où on estime que le syndicat est très fort ici. Donc, il faut envoyer ces gens-là. Bon, je pense qu'il faut voir la phase opérationnelle de cette décision gouvernementale pour mieux la commenter. Parce qu'on a eu chez nous un financier qui a un peu expliqué cette décision. Il a dit qu'il serait judicieux, par exemple, pour le gouvernement, d'envoyer ces gens-là là où l'impôt est en masse et qu'on n'arrive pas à collecter, par exemple. Vous savez qu'il y a certaines zones où, bon, par manque de moyens de déplacement, par exemple, les financiers n'arrivent pas à couvrir pour pouvoir collecter l'impôt. Est-ce que ces volontaires-là seront orientés vers ces lieux où ils vont venir remplacer les syndiqués qui sont permanemment en grève? Je pense que peut-être c'est dans la phase opérationnelle de la mise en œuvre de cette décision qu'on pourrait mieux apprécier. D'accord. Alors, dans ces conditions, on voit que le gouvernement veut, si on peut le dire, se passer donc, des grévistes. Alors, les grévistes qui continuent de faire grève, je pense qu'à partir de lundi, il y a une nouvelle grève de 120 heures qui est lancée. Est-ce qu'il y a une chance pour le dialogue dans ces conditions, Rabou? Moi, je pense que oui, et je pense que le président peut faire en sorte que toutes les parties se retrouvent. J'ai même entendu Mathias Kadiogo, le coordinateur de la coordination syndicale des syndicats du ministère de l'économie et des finances, dire quoi, interpeller le chef de l'État. Donc je crois que c'est encore possible. Par rapport au recrutement des retraités et des volontaires, l'efficacité me pose un peu problème. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. Parce que c'est vrai, ils peuvent s'absenter pour 2-3 semaines de leur bureau, éventuellement même un mois. Mais ce n'est pas un temps suffisant pour que quelqu'un qui n'était pas dans la maison vienne reprendre la main et produise vraiment des résultats. Vous voyez, c'est ça le souci. Un retraité, par exemple, il connaît tous les rouages de la maison. Il ne peut pas arriver dans le bureau de quelqu'un et puis en l'espace de 3 jours, 4 jours, faire comme la personne faisait avant. Je ne suis pas sûr. Même si on le met sur l'ordinateur de la personne et que c'était son outil de travail avant d'aller à la retraite, ce n'est pas évident. Je ne suis pas vraiment sûr, quoi. Voilà. Donc l'efficacité me pose problème. Donc sinon, il faut trouver le moyen de suppléer à ce vide-là. Mais ce n'est pas simple à faire. D'accord, oui. Dabadi. Oui, non, moi je pense que si le gouvernement en est arrivé là, c'est parce que le syndicat est resté très intransigeant sur ses positions par rapport à ses revendications. Je pense que face effectivement à cette situation, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de prendre des mesures. Voyez-vous, c'est le secteur privé qui alimente les caisses de l'État. Aujourd'hui, le secteur privé se plaint parce qu'il n'arrive pas à produire de la recherche. Et si le secteur privé n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui va se passer? Le pays sera difficile. Et même les revendications dont on parle, quelle que soit la volonté de l'État de les satisfaire, à un moment donné, il ne pourra plus le faire parce qu'il n'y aura plus d'argent dans les caisses. Donc, je pense que autant les syndicats ont le droit d'aller en grève, autant de pouvoir à l'obligation. Un droit, on peut ne pas en user, mais l'obligation, vous devez agir. Le pouvoir a l'obligation ici de prendre des mesures pour effectivement assurer la continuité du service au profit des contribuables pour lesquels, justement, ces enfants-là travaillent. C'est ce qu'il faut noter dans cette affaire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au regard des conséquences qu'on constate, le syndicat, à mon avis, gagnerait à faire profil bas. Comme on l'a dit, rien n'est perdu en réalité. Le fonds commun que les gens redoutaient, dont les gens redoutaient la suppression, n'a pas été supprimé. On a essayé de dire, bon, c'est peut-être voilà, le volume qui va changer compte tenu. Donc, c'est des choses qu'on peut encore négocier. Parce que si chacun reste campé sur ses positions, je n'en suis pas sûr qu'on aura une solution satisfaisante. Parce que plus on va jouer dans la chose, et plus, effectivement, la situation va devenir intenable pour beaucoup de gens. Et donc, je pense qu'ici, il est encore temps que chacun mette de l'eau dans son vin pour qu'un consensus soit dégagé et que les gens puissent quand même travailler. Parce qu'il y a eu tellement de grèves en 2017. Si cette année encore, il y a beaucoup de grèves, mais c'est le pays, petit à petit, qui va sombrer. Et je pense qu'à force de trop tirer sur la corde, eh bien, on va finir par... En fait, je trouve, quand je regarde la plateforme revendicative, sincèrement, je ne trouve pas quelque chose qui devrait amener à bloquer le fonctionnement des services. Sincèrement. Parce que ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question même du fonctionnement même quotidien
dire que vous n'avez pas de bureau pour travailler, vous venez vous arrêter dehors, et ainsi de suite. Il n'est pas question de tout ça. Donc je trouve qu'on peut continuer à travailler en négociant, sincèrement. Et quand je vais en grève, je dois réfléchir aux autres. C'est comme un médecin qui va en grève. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Et ces gens ne marchent pas au gouvernement. C'est des gens qui veulent simplement le service pour vivre. C'est des vies qui sont en danger. Donc moi, je ne peux pas dire que compte tenu du fait que le gouvernement ne fait pas assez, donc ils n'ont qu'à mourir. Humainement, c'est difficile à tenir. Et vous voyez, depuis combien de temps on est en grève? On annonce encore 120 heures de grève. Sincèrement, c'est difficile. Pour moi, on peut commencer à travailler en négociant. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où chaque syndicat qui engage une lutte veut que la chose se règle tout de suite et maintenant. Tant que ce n'est pas résolu toute la plateforme revendicative, on ne reprend pas le travail. Pour moi, non. Je suis sympathisant voilà, syndicaliste et ainsi de suite. Bon, je suis pour les libertés syndicales, je suis pour les luttes parce que c'est ça qui nous a amenés à ce niveau. Mais je dis que nous devons aussi, avec l'évolution, aussi réactualiser nos logiciels de lutte. Et ça, c'est très important. On a bien compris, oui, votre proposition. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport aux chances comment on appelle, de dialogue. Alors, moi, je suis un peu inquiet parce que lorsque Koundiolo l'a dit, quand il regarde un peu la plateforme revendicative, il n'y a pas, en tout cas, matière à aller en grève. Mais non, pas aller en grève, à bloquer les services. Oui. Oui, mais quand le syndicat demande un statut sécurisant, lorsque vous poussez au fond, vous demandez, le responsable du syndicat, on l'a reçu à notre niveau, il nous a dit clairement qu'il demande qu'à chaque passage d'un ministre, il y a des remises en cause sur le fonds commun. Ils veulent qu'on adopte une loi pour sécuriser ce fonds commun. C'est ce qui est plus ou moins voilé dans ce statut sécurisant. C'est des gens qui passent ça, ça ne peut pas empêcher de travailler et puis continuer à négocier. Mais justement, généralement, les responsables disent que ce n'est pas du fonds commun qu'il s'agit à réalité. Non, ça c'est ce qu'ils disent en public. Voilà. Justement, c'est dire que le dialogue n'est pas franc. Voilà. Les gens ne disent pas les choses franchement. C'est la vérité. Si on dit ça au public, peut-être les gens seront quand même surpris que le syndicat demande à ce qu'on vote une loi pour sécuriser le fonds commun. Pourtant, il nous a dit ça clairement sur les antennes de Radio Burkina. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens sont campés sur cette position, ils veulent aller à la négociation, alors qu'il y a une décision où on estime qu'il y a une majorité des Burkinabés qui estiment qu'il faut indexer ça désormais aux pénalités et à hauteur de 25%. Oui. Ça veut dire que les positions sont crispées. Oui, mais justement, sur cette décision de la conférence sur le système de rémunération, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de revenir? Parce que quand on regarde la position du syndicat aujourd'hui, forcément, il veut que le gouvernement revienne sur sa décision, alors qu'il y a une conférence qui a été organisée, il y a une décision collégiale, entre griffes, si on peut le dire, qui a été prise. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de revenir sur cette décision pour satisfaire Pour moi, il n'y a pas de question de revenir, au risque même que le gouvernement même se tire encore une balle sur le pied. Comment vous allez réunir toute cette, en tout cas, cette majorité des syndicats et aussi une autre partie de la population pour prendre des décisions et revenir là-dessus? Moi, je pense que le gouvernement va se fourvoyer si on remet en cause, en tout cas par rapport à la revendication des leaders syndicaux au ministère de l'économie et des finances. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas liés par ça. Mais est-ce qu'on peut avoir votre avis, votre accord pour prendre une décision? Pour moi, ça va être aberrant pour le gouvernement de remettre en cause ce qui a été décidé et revenir intégrer peut-être la plateforme revendicative des syndicats. Mais moi, je dis que c'est possible, puisque c'est le président du FASO qui le dit. C'est le président du FASO qui dit que les conclusions de la conférence ne sont pas encore définitives. Donc, est-ce que nous, on peut dire que... Maintenant, là, je suis d'accord avec l'enjeu. Il ne faut pas que le gouvernement fasse un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. Mais à partir du moment où le chef de l'État dit ça, le gouvernement n'a plus voix au chapitre, quoi. Ça veut dire qu'il peut recevoir les syndicats en grève, là, et puis dire, voilà, d'autorité, j'ai décidé qu'au lieu de réduire le fonds commun à 25%, là, bon, ça va être 35%. Et puis, ils vont avoir exactement le fonds commun, formule ancienne. Le problème qui a produit ça, c'est à partir de 2020 que ça va prendre la soutenabilité à long terme, en fait. C'est pas pour cette année que ça pose problème. La preuve, c'est qu'on a dit pour cette année-là, ils vont prendre les 55%. Oui, puisque la décision a été prise lors de cette conférence, c'est
la mise en application commence à partir de janvier 2019. Oui, une dernière réaction sur le sujet en 30 secondes. C'est juste pour dire que dans cette affaire, c'est vrai, on peut revenir sur certains points, mais pour d'autres, ça va être extrêmement difficile, comme certains l'ont dit, parce que si le gouvernement décide de revenir sur l'ensemble des points, mais la conférence n'aura servi à rien. Or, il me semble que les décisions qui ont été prises ont été mûries quand même. C'est des gens qui ont réfléchi pour pousser ces décisions sur les feuilles. Donc, s'il faut prendre cette feuille et la déchirer parce qu'un syndicat n'est pas d'accord, eh bien, on pourra jamais, l'État ne pourra plus jamais prendre une décision dans ce pays et qui va s'appliquer aux syndicats. Moi, je pense que aujourd'hui, la situation est telle que il faut privilégier l'intérêt supérieur. C'est parce que nous avons affaire à l'État. Si c'était une société privée, je vous dis qu'aujourd'hui, elle ne fonctionnait plus. En tout cas, le problème était réglé. D'accord, on a compris vos différentes positions. Oui. Par rapport à ce retraité volontaire, là, moi je me demande pourquoi il y a des travailleurs qui ont dit qu'ils vont créer un autre syndicat, négocier autrement avec le gouvernement parce qu'ils pensent que cette lutte-là est une lutte d'extrémistes et de jusqu'au boutistes. Mais ça veut dire qu'il y a des gens aux finances qui travaillent. Pourquoi ne pas demander des heures supplémentaires à ces gens et renégocier un contrat qui permet de leur payer un surplus de salaire? Ça veut dire même si ces gens vont travailler tous les jours jusqu'à 20h, 21h, il faut le faire pour qu'on puisse rattraper ça, au lieu de chercher des retraités qu'on n'a pas encore vu. D'accord, alors c'est une proposition venant de vous. On va évoluer en tout cas dans cette émission pour parler de liberté, en tout cas d'expression, avec cette actualité qui a marqué la semaine, l'arrestation de l'activiste Naïm Touré, interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie le 14 juin, je pense. Il a été entendu le 19 juin passé, déféré à la Mako par la suite. Alors aujourd'hui, il est poursuivi suite à une publication sur sa page Facebook d'un écrit sur l'évacuation d'un soldat blessé lors de l'opération de neutralisation des terroristes à Rayongo. 3 charges pèsent sur Naïm Touré: participation à une opération de démoralisation des forces de défense et de sécurité, proposition aux forces de défense et de sécurité de former un complot contre la sûreté de l'État et incitation à l'ordre public. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation, atteinte à la liberté d'expression ou simple application de la loi? Oui, Koundioro. Je pense que ici, pour moi, quand j'ai vu l'affaire et la polémique qui a suivi tout de suite, ça me pose problème. Moi, je suis un défenseur des droits humains, de la liberté d'expression. On l'a fait à visage découvert ici depuis des années. Donc, je suis par principe farouchement attaché à la liberté de chacun. Mais je dis que je ne suis pas défenseur de l'anarchie. Pour moi, nous avons réclamé l'indépendance de la justice. Nous avons réclamé que la justice soit impartiale. Nous sommes en voie. Ce n'est pas parce qu'on a interpellé un citoyen que forcément on est dans un camp d'injustice. La personne a été interpellée. Pour moi, et c'est ce que je suis en train de faire, je me suis réservé de me prononcer d'abord. Parce qu'on l'accuse de quelque chose. Moi, j'ai lu la publication. Je n'ai pas à exprimer mon sentiment de non, ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. En matière de loi ou de règles militaires, ce n'est pas une question de sentiment. Pour moi, les gars ont été interpellés. Ce n'est pas la peine qu'on commence à dire c'est le MPP qui a arrêté les types, c'est le gouvernement qui a arrêté les types. Nous avons affaire à un régime dictatorial, féroce. Non, franchement, sincèrement, ce n'est pas parce qu'on m'a interpellé, moi, pour aller répondre à la justice, que je suis forcément coupable ou que celui qui m'interpelle ou qui me met en justice est en train de commettre une injustice. Moi, j'attends le procès. Que la loi soit dite dans toute sa rigueur. Si le gars doit être relaxé, il sera relaxé. Mais s'il doit répondre de la loi, il répondra. Parce que chacun qui publie sur Facebook, et moi je le dis, moi je suis d'accord pour le procès. Je préfère ça aux assassinats. Oui. Il y a quelques années, il n'allait pas avoir affaire à un procès. C'est peut-être qu'on allait le trouver quelque part. Donc aujourd'hui, nous devons nous réjouir du fait que même les citoyens, quand il y a un problème, les gens vont vers la justice pour rester en justice. Donc pour moi, je dis
que le fait que Naïm Touré soit en prison n'est pas forcément d'abord pour moi un problème de manque de justice ou du pouvoir qui veut museler des gens. Il n'y a plus de pouvoir dans ce pays-là qui peut museler des citoyens. Mais nous devons accepter aussi que la loi soit appliquée. Parce que je le dis, les réseaux sociaux, comme l'a dit le président au sommet des Africains, les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de non-droit. Et moi, je suis pour qu'on assainisse les réseaux sociaux pour que chacun... Nous autres, nous travaillons là-dessus. Nous gagnons notre pain là-dessus. Donc, c'est pas bien quand des gens se lèvent chaque matin, du matin au soir, c'est insulter les gens, c'est dire des insanités, c'est commencer à faire des polémiques inutiles qui ne nous font pas avancer. Pendant qu'il y a des productions, vraiment de très belles factures sur les réseaux sociaux. Donc, oui, nous devons travailler à ce que chacun soit responsable et répondre devant la loi par rapport à ce qu'il dit. Ce que moi, je suis en train de dire, si quelqu'un estime qu'il doit m'ester en justice, je répondrai. D'accord. Alors, quelqu'un aussi, comme on parle des réseaux sociaux, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas orchestrer en tout cas un complot contre la sûreté de l'État sur Facebook. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Alors, bon, c'est son point de vue. Je pense que c'est peut-être les spécialistes du droit d'apprécier. Je vais répondre directement à votre première question. Est-ce une application de la loi ou une atteinte à la liberté d'expression? Je pense que c'est une application de la loi. Vous savez, le message là, ça a d'abord été publié par le quotidien d'État Sidoaya. Alors, c'est Sidoaya qui a fait la révélation, mais Sidoaya n'est pas allé jusqu'à des propos qualificatifs. Sidoaya n'est pas poursuivi. Voilà, justement. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et si le monsieur doit répondre, je pense qu'il doit répondre sagement, quitte à ce que ses défenseurs, je vais parler des conseils, des avocats conseils, défendent son dossier et qu'on tranche. Si, par exemple, on se met dans un débat estimant que c'est parce que le gars a émis son opinion par rapport à ça qu'on l'a arrêté, je pense qu'on est à côté. Il faut que la loi s'applique. Depuis quelques mois maintenant, il y a des procès actuellement au Burkina sur ces cas-là. Je pense que c'est une évolution que les gens doivent accepter. Il faut que les gens acceptent aller en procès et que les gens défendent leur dossier comme il se doit pour être acquittés ou pas. Si le monsieur ne devrait pas être poursuivi, comparé donc avec Sidoaya, c'est parce qu'il a ajouté certainement des propos qu'il est poursuivi. Oui, certainement. Moi, c'est mon point de vue. Oui, on va aller très rapidement sur cette question. En fait, sur cette question, peut-être ça aide à comprendre la différence entre celui qui a étudié un peu les sciences de l'information et puis celui qui ne l'a pas fait. Voilà. Il dit que Sidoaya a évoqué le sujet, mais dans une autre forme. Oui. Qui respecte la loi. En tout cas, l'information a été donnée en premier par ça, c'est le fond. Oui. Ça, c'est le fond. Maintenant, quelle forme on donne? Quelqu'un qui n'a pas fait des sciences de l'information ne connaît pas les limites. Il ne sait pas, par exemple, qu'il doit protéger l'image des enfants. Il ne sait pas, par exemple, qu'il y a un secret défense. Il ne sait pas, par exemple, qu'on ne peut pas attenter à la vie privée de quelqu'un quand on traite l'information. On ne peut pas diffamer. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas dire c'est un voleur. Il faut avoir la preuve de ce que tu dis. Donc, quand un citoyen n'a pas ça, il est sur Facebook, il a le même statut qu'un journaliste. Après, on va savoir la différence. Moi, j'ai lu le post, on me l'a montré en fait. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait incitation de trouble à l'ordre public. Journaliste, je n'écrirai jamais dans cette forme parce que je connais les conséquences qui peuvent en découler. C'est ça qui va sensibiliser les citoyens et les former au traitement de l'information. On ne leur demande pas d'être des spécialistes, mais il faut poser des questions aux gens. Vous ne pouvez pas dire à un militaire de prendre ses responsabilités. Si vous lui dites ça, ça veut dire que vous lui demandez de prendre les armes pour faire un coup d'État. Et vous êtes poursuivable. Si les gens ne savent pas qu'ils sont sur Facebook, ils vont remplir la MACO. D'accord, oui, très rapidement, dernière réaction. Il y a nécessité d'assainir les réseaux sociaux parce qu'on constate de plus en plus des dérives et on ne peut pas laisser continuer. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, vous avez quand même les journaux qui relaient chaque jour des informations pertinentes. Mais on a le sentiment que de plus en plus, on a aussi les réseaux sociaux où des gens disent des choses. Souvent, il y a effectivement une part de vérité. Mais est-ce que vous comprenez dans ces conditions, ceux qui sont... Il y a d'autres activistes qui sont sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux qui demandent la libération de Naïm Touré, qui disent que c'est une arrestation politique. C'est normal, c'est leur droit de le dire. C'est une position de principe. C'est une position de principe, mais en attendant, la loi doit s'appliquer. Malheureusement, c'est ça qui est la réalité.
comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser faire. Si on laisse faire, tout le monde a critiqué ce pouvoir. C'est un pouvoir mota-mota, c'est un pouvoir ceci, il est laxiste, il n'agit pas. Maintenant, quand le pouvoir veut agir, on dit non. C'est la violation des droits de l'homme. C'est ceci, c'est cela. Nous devons éviter de Donc, tout je pense que ça pose problème. Ah oui, je pense que la question de Naïm, il faut le reconnaître, une des choses aussi qu'il faut peut-être souligner, est que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire. Oui. Par rapport faut dire que c'est la troisième Exactement. fois qu'il est Donc je pense qu'il y a une sorte de récidivisme pour qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème. Donc moi je pense que l'affaire est entre les mains de ceux qui maîtrisent le droit, qu'on laisse ces derniers dire le droit. C'est vrai que ça ne fait pas beau entendre quand on dit qu'il y a un activiste qui a été arrêté au Burkina, on a le sentiment qu'il a donné un avis politique et il a été pris, ou qu'il a dénoncé quelque chose qui est en rapport avec la gestion politique de l'État. Je pense qu'il a évoqué un sujet ici qui est éminemment sensible, pour la simple raison que ça porte sur un corps d'élite. Et un corps d'élite, on ne peut pas parler de ce corps d'élite n'importe comment. Même si ce qu'il dit est censé, par exemple, il y a la manière de le dire. La raison pour laquelle Sidouaya qui en a parlé n'a couru aucun risque. Ça rencontre rien que hier, j'ai dit, même quand vous voulez insulter quelqu'un, il faut de l'élégance dans cette injure-là. Non, si vous insultez la personne élégamment, elle va même vous remercier. Ça, si tu permets, j'ai une préoccupation par rapport à ça, parce que nous, on a essayé de relayer les propos du président du Faso le 2 mars, lors du coup d'État, des attentats terroristes. Oui. Malheureusement, des Facebookers se sont appropriés de quelques propos du président. Ils ont partagé sur la toile disant que c'est Radio Burkina qui a diffusé. J'étais obligé de reproduire un peu l'intégralité du discours, ce qui est passé sur nos antennes pour démentir un peu la polémique. Oui. C'est pour dire qu'il faut faire beaucoup attention entre ces activistes-là et le journalisme qui est censé dire ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Ok. Alors, ils sont sur des chapitres politiques. Et c'est pourquoi, non, il faut avoir le courage de le dire. Moi, par exemple, je dis ce que je pense. Je ne réponds pas d'un parti politique. Mais beaucoup d'entre ceux-là qui se disent activistes aujourd'hui sur les réseaux sociaux répondent des partis politiques, que ce soit les MPP, que ce soit l'UPC, que ce soit le CDP. Il faut le dire, ce n'est pas bien. Je dis toujours, quand vous agissez parce que quelqu'un vous a dit, faites-le, vous êtes en erreur. D'accord. Et ça, alors, vous devez répondre devant la loi. Merci en tout cas pour vos contributions. On va parler de terrorisme toujours avec l'arrestation de quelques personnes, en tout cas suspectées de terrorisme ou de complicité d'actes terroristes. Ces arrestations ont eu lieu quelques jours après la publication par le ministère, en tout cas de la sécurité, d'une liste de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansaroun Islam ou pour des actes de complicité d'actes terroristes. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Burkina avance en tout cas dans la traque des terroristes? Bravo. Très rapidement. Je crois que depuis le 2 mars, il y a un réveil au niveau du pouvoir et surtout du chef de l'État. Et j'avais même regretté le fait qu'il ait tenu la première session de son conseil de défense nationale, alors que c'est normalement un conclave qui devait se tenir plusieurs fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ce jour-là, après il a dit on va prendre les taureaux par les cornes. Bon, j'ai dit si c'est après pratiquement 200 morts que vous faites cette affirmation, nous sommes déçus en tant que citoyens. Mais depuis, je sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a eu Rayongo, il y a la liste, il y a des arrestations et il y a des plans de sécurisation de grandes villes dont on entend parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en mouvement et le président a encore dit hier lors de notre interview qu'avec le G5 Sahel, il y a quelque chose qui va se faire très rapidement pour permettre qu'en septembre, par exemple, les élèves des zones particulièrement touchées par les actes terroristes puissent faire les examens du BEPC et du CEP. Donc, il y a quelque chose dans l'air, quoi. Maintenant, je pense que ce n'est pas suffisant. Par rapport particulièrement à la liste, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que c'est vraiment efficace la publication de la liste, parce que ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient recherchés vont prendre la poudre d'escampette. Ils vont fuir le pays et puis peut-être vous ne les aurez plus. Il aurait fallu garder la liste et puis les rechercher. Peut-être aussi que la réflexion a été mûrie au niveau du ministère de la Sécurité et que c'est ceux qu'on ne peut pas prendre, qui sont recherchés maintenant publiquement à travers la publication de cette liste. Et la preuve, tout de suite, il y a eu 3 arrestations. Voilà, on a besoin de la contribution des citoyens pour aider à faire ce travail. D'accord, oui, très rapidement. Je pense que c'est une œuvre de salubrité publique qu'il faut saluer. Et on constate effectivement que nos forces de l'ordre sont en train de monter en puissance. C'est la preuve que nos services de renseignement travaillent nuit et jour.
Et ça, c'est à l'honneur du pouvoir, parce que par le passé, on reprochait effectivement à nos FDR de ne pas faire grand-chose par rapport à la lutte contre le terrorisme. Mais de plus en plus, on a changé de fusil d'épaule. Voilà, au lieu qu'on s'asseye et que les autres viennent nous attaquer avant de riposter, on apporte la riposte avant que les autres n'arrivent. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut effectivement que les populations travaillent, collaborent étroitement avec les FDS. Parce que quels que soient les moyens qu'ils auront et les spécialités et tout, et la capacité de réaction, si la population ne collabore pas, certaines opérations seront difficiles à mener. D'accord. On a vu que sur cette liste, il y a des noms d'anciens militaires burkinabés qui figurent sur la liste. Alors, il y a même un enseignant aussi qui a le nom sur cette liste. Oui, Koundjoro, très rapidement. Oui, pour moi, tout fils ou toute fille qui se retourne contre sa patrie, il faut la traiter avec la manière qui sied. Pour moi, on peut se réjouir. J'ai toujours dit, nous avons confiance que nos forces de défense et de sécurité peuvent faire quelque chose, s'il y a les moyens. Si le politique décide aujourd'hui de mettre les moyens conséquents et que le travail a commencé, il faut le faire. Par rapport à la publication de la liste, je pense que ça a été étudié avant de publier. La chose, c'est qu'effectivement, quand on a publié, on a pu avoir des gens. Parce que vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous pensez que c'est le tout saint du coin, pourtant c'est quelqu'un qui est des renseignements de l'ennemi. Donc le fait même de publier, effectivement, il y a des inconvénients comme il y a des avantages, mais je pense que ça a été pesé et sous-pesé pour qu'on puisse en arriver là. Et il faut vraiment que les gens collaborent pour que tout cela, je l'ai toujours dit, quand le pays est attaqué, ce n'est pas le MPP qui est attaqué, ce n'est pas le pouvoir qui est attaqué, ce n'est pas le CDP, c'est tout le monde, c'est tous les Burkinabés, même ceux qui n'ont jamais voté, même les étrangers qui viennent nous rendre visite sont concernés. Donc nous devons tous nous lever, travailler de sorte à ce que nous puissions bouter hors d'état de nuire ces gens-là. D'accord, oui, en fait, très rapidement. Réaction sur la publication, je pense que c'était bien avisé. Hein. Il fallait publier la liste, de mon point de vue, que ce soit sur Internet ou sur les journaux. Parce que, figurez-vous qu'il y a des gens qui quittent généralement dans ces zones assez sensibles et qui viennent vivre avec nous ici. Alors, avec cette publication, je pense que ça peut attirer l'attention de tout citoyen par rapport à la collaboration. Si vous voyez quelqu'un qui est suspect, alors dans votre zone, vous alertez les services de la gendarmerie ou du commissariat de police et rapidement on appréhende la personne. Autre chose que je voulais ajouter par rapport à la traque. En 20 secondes. Oui, par rapport à la traque au niveau des zones sensibles là. C'est vrai, il y avait un rapport qui avait été publié qui disait que nos forces de défense... Il y avait des violations de droits de l'homme. Mais je pense qu'avec cette situation, si, comment on appelle, l'État donne les moyens qu'il faut aux forces de défense et de sécurité, je pense qu'ils vont s'en sortir dans ces zones sensibles. D'accord. Voilà. On a 4 minutes pour parler de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que chacun a 1 minute pour dire son avis sur le sujet. On a vu qu'au cours de la semaine, le PDCI, lors d'un bureau politique, a décidé de reporter en tout cas l'analyse ou l'examen de la formation du parti unique avec le RDR de Alassane Ouattara après donc les élections de 2020. Alors, comment vous interprétez cette décision? Est-ce que ce plan de Alassane Ouattara, ce projet de Alassane Ouattara a du plomb dans l'aile, si on peut le dire? Oui. Ah, ça, c'est la vraie et grande question. Hein. Moi, j'avais pronostiqué autre chose. J'avais dit que Alassane allait avoir son adversaire, quoi. Parce que c'est ça, en fait, son projet. Son projet, c'est de faire en sorte que le pouvoir, après 2020, reste RDR, avec l'accompagnement du PDCI. Alors que le contrat initial des deux grands partis, c'était de passer la main. Après Alassane Ouattara, il faut quelqu'un du PDCI pour être président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, étant donné que lui, il a déjà la légitimité du pouvoir et de son bilan, il veut demander au PDCI de le laisser continuer en allant au parti unifié. Ce qui vient d'arriver, pour moi, ressemble à un courage politique du PDCI. Si c'est sincère, hein, parce que ça peut être une stratégie de contournement aussi du président du PDCI qui a une alliance personnelle avec Alassane Ouattara, c'est-à-dire Henri Konan Bédié. Peut-être qu'il sent que s'il présente les choses exactement comme Alassane Ouattara a dit, on fait le parti unifié et puis probablement Alassane Ouattara reste candidat du parti unifié 2020, ses partisans ne vont pas accepter, les partisans du PDCI ne vont pas accepter. Donc il trouve une stratégie, il dit on va faire le parti unifié mais en 2020, mais il va trouver une autre solution pour que, comme Alassane Ouattara a dit que c'est le meilleur candidat
du regroupement RHDP qui va être le candidat du regroupement. Donc, probablement, s'il demande à rester, il peut être adoubé par le grand groupe, quoi. Je crois que Henri Konan Bédié a des problèmes, en fait. Comme il est un peu trop ancien, il est déconnecté de la base. Et donc, il a beaucoup de problèmes pour dire tout ce qu'il a derrière la tête. En tout cas, le parti a décidé de présenter son candidat lors des élections de 2020 au cours de ce bureau politique. Oui, très rapidement. Non, je pense que le PDCI a tout à fait raison, hein, parce que c'est quand même ce parti qui a fait d'Alassane Roy qu'il est aujourd'hui. Et donc, ce parti attend que Alassane respecte ses engagements. Il y a eu ce fameux accord de Daoukro. Mais 2020, le pouvoir doit passer nécessairement de les mains du PDCI. C'est le RDL qui doit soutenir il se passe PDCI. En principe, tout à fait. Il se passe aujourd'hui que Alassane ne veut plus respecter ce contrat. Mais du coup, ça pose un véritable problème. Donc moi, je pense que c'est vrai en politique, comme on le dit, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et je pense qu'aujourd'hui, le PDCI apprend cette amère expérience. Voilà pourquoi il a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Il faut prendre des mesures pour qu'effectivement, si unification il y a, qu'elle se déroule après le 2020. Au moins qu'on puisse respecter ce qui a été arrêté. Voilà, ce qui a été arrêté. Donc, alors, moi, je pense qu'il y a tellement d'incertitudes dans ce pays-là que c'est difficile vraiment de dire ce qu'il y a comme préoccupation, hein, principale préoccupation, je vais dire. Rabo l'a dit, moi je pense qu'il y a un attachement personnel entre Bédié et puis Alassane que Bédié ne veut pas dévoiler à ses militants. Voilà. Si on dévoile tout de suite et maintenant, il y aura des dissidents. Et c'est la fragilisation de ce parti qui est en jeu. Alors, pour voiler un peu cette histoire, voilà, il fait cette annonce, alors, pour contenter un peu les militants farouches. On a eu l'impression que ce sont les militants à la base qui ont contraint les dirigeants du parti à prendre cette décision. Justement, parce que ici, c'est la force de la mobilisation. Il essaie de jauger un peu à travers ses points stratégiques. Et lorsqu'il voit une adhésion autour de ça, voilà, il masque ça un peu et puis il a cette affinité avec Alassane Ouattara en attendant que beaucoup de choses se passent. Parce qu'on voit aussi Guillaume Soro qui se pointait à l'horizon et qui est plus ou moins effacé actuellement. On ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes avant les élections. Alors, on a donc 30 secondes pour non, je pense que c'est dommage. Ils ont décidé encore de rallumer le feu. Et c'est les pauvres citoyens qui vont être grillés à ce feu politique. Donc, il faut vraiment faire en sorte que les gens puissent se raviser et puis travailler en sorte, on s'est entendu hier, allons à ça, il n'y a pas de peur là-dessus, puisque c'est votre allié politique. Si c'est l'opposition qui devait arriver au pouvoir, on pouvait comprendre la crainte d'Alassane Ouattara. Mais c'est ton allié. Donc si ton allié doit arriver au pouvoir, il n'y a pas de crainte à se faire. Donc passe le pouvoir et puis on n'en parle plus. Ok, bien, en tout cas on a bien compris vos différentes positions. On est au terme de cette émission et je rappelle très rapidement à vous, chers téléspectateurs, que j'étais sur le plateau avec Gabriel Koundioro de Afrique Femme TV et Xavier Belemiégré de la radio nationale, Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Soumaïla Rabo de Savane FM. Tout de suite, place au plateau de sport en attendant le prochain match de ce mondial Russie 2018. Merci de votre fidélité.